Les physiciens théoriciens, vous savez, ces gens qui calculent comme les rossignols chantent, eh bien, ils travaillent aujourd'hui d'arrache-pied, ou plutôt d'arrache-tête. Ils cherchent à mettre sur pied une théorie capable de décrire par un seul jeu d'équations l'ensemble des forces fondamentales qui structurent notre monde. Leur ambition est en somme de réduire l'univers au rang de petits pensums pour mathématiciens aguerris. Dans l'espoir de réaliser cette ambition, ils se sentent autorisés à oser toutes les conjectures, par exemple au sujet de l'espace-temps. Selon certains de leurs modèles, celui-ci posséderait plus que 4 dimensions. Selon d'autres, à toute petite échelle, il serait discontinu plutôt que lisse. Selon d'autres encore, il serait théoriquement dérivable ou déductible de quelque chose qui n'est pas un espace-temps. Mais parmi toutes les pistes qu'ils envisagent, lesquelles sont les plus séduisantes ou semblent les plus fécondes? Et quelles sont les questions qui demeurent à leurs yeux sans le début d'un commencement d'une bribe de réponse? Pour répondre à ces questions, y compris à celles qui n'ont pas de réponse, je me suis permis d'inviter Yann Mambrini. Bonjour. Bonjour. Je répète votre nom, je l'ai écorché. Yann Mambrini, vous êtes physicien théoricien, directeur de recherche au CNRS, et vous venez de publier un livre qui aborde toutes ces questions, qui s'intitule La Nouvelle Physique, qui vient de paraître donc chez Albin Michel. Je crois qu'on ne peut pas commencer cette émission, Yann Mambrini, sans rendre hommage à Peter Higgs, ce physicien théoricien qui est mort le 8 avril dernier et qui a prédit l'existence d'une particule dès 1964, qui a été découverte expérimentalement en 2012. Est-ce que vous l'avez rencontré? Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi il a eu le prix Nobel avec François Englert en 2013? Oui, alors je n'ai pas eu la chance de rencontrer Peter Higgs. J'ai eu la chance de rencontrer Monsieur Englert, mais pas Monsieur Higgs, qui était très discret par nature, un peu comme son boson qu'il avait prédit. Un physicien virtuel. Un peu, oui. Maintenant un peu plus qu'avant, d'ailleurs, je dirais. Et oui, effectivement, il avait prédit, suite à des mécanismes qu'on appelle les mécanismes de brisure de symétrie, donc je n'entrerai pas dans le détail, mais il y a beaucoup de symétries dans l'univers qui sont brisées. On en a plein. On a la symétrie baryon-antibaryon. Peut-être qu'on en parlera, matière-antimatière, etc. Il avait prédit effectivement la présence d'une particule, où on appelle ça un champ, nous, en physique des particules, plutôt qu'une particule, un champ qui remplit l'espace, et qui essaye d'expliquer la création, la génération de masse. Alors, Étienne, vous-même, vous êtes spécialiste de tout ce qui concerne masse, gravité, etc. Oui, mais c'est moi qui pose les questions. D'accord. Et donc, le concept de masse veut dire, en gros, la masse, c'est un principe inertiel. C'est quand une particule se propage, elle devrait naturellement se propager à la vitesse de la lumière. Ça, c'est les particules de masse nulle. Et dès qu'on a une masse, on est ralenti. C'est une sorte d'inertie. C'est plus difficile de pousser un wagon que de pousser une poussette. Donc la masse, c'est quelque chose qui ralentit le mouvement, et l'image du boson de Higgs que j'aime bien prendre, c'est l'image d'un champ de maïs. C'est comme un champ de maïs. Et un éléphant a plus de mal à se déplacer dans le champ de maïs parce qu'il y a plus de frottement qu'une fourmi qui va aller plus rapidement. Alors je prends l'éléphant, ça peut être un quark très lourd qu'on appelle le quark top par exemple, et une fourmi ça peut être un électron ou un neutrino qui va aller très vite dans le champ de maïs. Donc le champ de Higgs c'est un peu le champ de maïs, et le frottement avec ce champ de maïs, plus on frotte avec ce champ de maïs, plus on est ralenti, ce qui est un peu normal. C'est drôle parce que beaucoup prennent l'image non pas d'un champ de maïs mais d'un champ de neige. Ah oui. En disant que les particules ont des skis plus ou moins bien fartés. Ah, c'est marrant. Celles qui ont des skis fartés, très bien fartés, glissent sans frottement et vont à la vitesse de la lumière. Et on leur attribue une masse nulle, et celles qui ont des skis mal fartés sont freinées dans leur mouvement, et donc la masse d'une particule élémentaire, c'est une mesure de la mauvaise qualité du fartage de ces skis. C'est pas mal. Moi je vais dire juste que je lis par rapport à la taille, le poids par rapport à la taille, donc un éléphant est plus gros, donc il chacun sa métaphore. Exactement. Et donc on connaissait les couplages, alors, on appelle ça un couplage, quand on frotte plus ou moins, le nom qu'on donne à ça c'est un couplage. Donc on connaissait bien les couplages en fait des particules au champ de maïs, parce qu'on savait en quoi elles se désintégraient, toutes ces particules-là. Donc, physiquement, on connaissait tous ces couplages, donc on connaissait les masses. Donc, le Higgs prédisait, si vous voulez, les masses de toutes les particules, parce qu'on connaissait comment elles frottaient. Donc, si on connaît la densité du champ de maïs, donc on appelle ça la densité du champ de Higgs, la densité d'énergie du champ de Higgs, on appelle ça une valeur dans le vide, c'est ce qu'on appelle ça. Si on connaît le couplage, comment elle se frotte, on sait comment elle est ralentie, tout simplement. Donc, on avait déduit la masse de toutes les particules, mais le Higgs est assez bizarre, parce qu'il prédit pas le couplage sur lui-même. Il ne prédit pas comment le champ de maïs frotte sur le champ de maïs. Il ne dit pas comment sont fartés ces skis. Exactement. Il ne dit pas comment ces skis sont proprement fartés. Donc, on savait qu'il existait. Je pense que c'est une des rares particules moi, en DEA, j'apprenais le boson de Higgs. Je pense que c'est une rare des particules qu'on apprenait dans toutes les universités du monde entier, du Japon, aux États-Unis, en Russie. Tous les masters apprenaient le boson de Higgs, alors qu'il n'était pas découvert.
Parce qu'il avait décrit parfaitement bien la masse de toutes les particules, sauf sa propre masse. Donc la question, c'est pourquoi on a du mal à le trouver ? Parce qu'on connaissait sa masse à lui. Et donc il fallait créer des collisions suffisamment énergétiques Exactement. pour créer cette masse. Exactement, pour créer le propre boson et pour qu'on sache comment il frotte sur lui-même. Et donc pour ça, il a fallu le lâcher. Mais Yann Mambrini, vous aviez quel âge en 2012 ? En 2012, je suis en 74, donc ça fait quelques... Un petit calcul de théoricien. Ouais, exactement. un petit 38 ans. Et c'est vrai qu'à et donc vous avez déjà une certaine carrière de physicien théoricien, et avant la découverte, est-ce que vous étiez sûr que cette particule existait ? Ou est-ce que dans votre communauté, il y avait encore des doutes, des théories alternatives ? Alors, pour raconter l'histoire de la découverte, c'est vrai que, il n'y avait pas de doute de son existence, il y avait des doutes sur sa masse, et des théories le prédisaient. Il y avait des théories qui prédisaient qu'il n'existait pas. Beaucoup de physiciens travaillaient là-dessus aussi. Et pour tout vous dire, les petites histoires personnelles, c'est que la découverte est officiellement le 4 juillet 2012, mais en fait, 6 mois avant, on avait déjà des indices. En fait, le CERN ne travaille pas en hiver, parce que ça dépense beaucoup d'énergie. Donc, toutes les données d'été, en général, sont analysées en hiver. Donc, en décembre, toujours à peu près, vers fin décembre, on a des indices déjà. Et c'est officiellement décrit en juillet qu'on a plus de données. Donc, souvent, vous verrez, vers fin décembre, il y a des annonces, des pré-annonces on voit quelque chose de bizarre. Il y a des fuites. Il y a des fuites, exactement. Parce que normalement, les expériences ne doivent pas communiquer entre elles, il y en a 2. Oui. Alors, la fuite qu'il y avait, les fuites qu'il y avait auxquelles j'ai eu accès, il se trouve, parce que j'avais un collègue, un ami à moi qui travaillait dans l'expérience en décembre. Taupe. Exactement, une petite taupe, on va dire. Ils ont été d'ailleurs, ils ont eu droit à des tapettes sur les doigts suite à cet événement-là. Donc 6 mois avant, effectivement, dans mon cas, moi, je pensais que le Higgs ne serait pas vu. J'écrivais un article en décembre, donc 6 mois avant la découverte. 2011. Ouais, décembre 2011, où on écrivait avec un collègue russe un article comme quoi on ne verrait pas le Higgs au LHC, parce que son fameux couplage, le frottement, en fait, son frottement le plus fort serait pas avec les particules visibles, mais avec la matière noire, comme on travaille sur la matière noire. Et donc, on avait prédit que le Higgs ne serait pas visible, parce qu'il se désintégrerait en matière noire. Donc, on le produirait, d'accord, mais on ne pourra pas le voir, parce que sa désintégration serait invisible en matière noire qu'on ne peut pas voir. Et c'est effectivement... Il existe, mais il est indétectable. Exactement. Notre théorie, c'était ça. Mais ça, c'était 2 semaines avant la... Mais c'est commode, ça. C'est cool, de prédire une particule en garantissant qu'elle ne peut pas être observée. Oui, c'est vrai. Intellectuel. À part que, il y avait une conséquence, c'est que comme il couplait à matière noire, et qu'il couplait aussi au modèle standard, on le savait, on pourrait le détecter via l'interaction de la matière noire sur le proton, en échangeant un Higgs. Donc on disait, le LHC ne le verra pas, mais les détecteurs de matière noire le verront. Donc c'est ça le but du papier. Et c'est vrai que 2 semaines avant, j'ai la nouvelle de 125 GeV. Enfin, un collègue m'envoie un message avec marqué 125 en subject. Donc 125 fois à peu près la masse du proton. J'ai compris que ça voulait dire que c'était la masse du Higgs. Et donc on a juste changé tous nos papiers. Les courbes qui étaient grisées devenaient blanches. Les courbes exclues devenaient autorisées. Les courbes autorisées exclues. On a juste complètement inversé notre papier. Voilà. Bon, vous avez eu chaud. Oui, on a direct. Et qu'est-ce qui se serait passé s'il n'avait pas été découvert ? Est-ce que l'absence de preuve est la preuve de l'absence ? Parce que ne pas le détecter, ça n'est pas prouvé qu'il n'existe pas. Oui, exactement. D'ailleurs, vous êtes un des promoteurs de l'idée qu'il pourrait exister sans être vu. Oui, exactement. Donc il n'aurait pas été détecté. Je pense que beaucoup de modèles auraient été sur le concept, il couple avec une particule qu'on ne voit pas. Et ça tombe bien parce qu'on a une matière noire qu'on cherche, qu'on ne voit pas. Donc il couplerait avec la matière noire. Donc je pense que la physique aurait été sur plutôt le côté désintégration invisible, qu'on a produit mais qu'on n'a pas vu. Yann Mambrini, donc l'annonce a été faite officiellement au CERN le 4 juillet 2012, dans le Grand Amphithéâtre. Les 2 expériences, par la voix de leur porte-parole, ont expliqué leurs résultats dans un langage qui est pas le même que celui des théoriciens. Et dans l'amphithéâtre, il y avait Peter Higgs, qui avait plus de 80 ans, et François Englert, qui a eu le prix Nobel avec lui, qui avait eu la même idée au même moment, en 1964. Ils s'étaient jamais rencontrés. Et ils finissent par comprendre, à l'issue des exposés, que la particule qu'ils ont prédite 48 ans plus tôt existe bel et bien. Et c'est quand même... Et comment est-ce que vous vivez le fait que l'article de Peter Higgs, comme celui de François Englert d'ailleurs, qu'il avait écrit avec Robert Brout, c'est un article de 2 pages à peine, 2 pages de calcul, de théorie des champs, eh bien il faut une machine comme le LHC, un accélérateur de protons de 30 km de circonférence, une sorte de monstre technologique, pour démontrer ce qu'un calcul fait apparaître de façon assez simple finalement. C'est vrai. Alors le principe, comme je vous ai dit, c'était il fallait la créer, donc il fallait avoir suffisamment d'énergie dans des collisions, E égale mc2 d'après Einstein, donc transformer de l'énergie E en masse m. Donc il fallait pouvoir accumuler suffisamment d'énergie pour créer cette particule, ou on va dire pour la sortir du vide.
La particule doit être sortie du vide. Le vide, comme je dis, c'est le champ de maïs. Un Higgs, c'est comme une vague sur le champ de maïs. Oui, on a un vent qui passe, on crée une vague sur le champ de maïs. Donc le champ de maïs a une hauteur constante, mais c'est comme si vous avez une vague qui fait varier la hauteur du champ de maïs. Et donc il faudrait réussir à exciter le vide, exciter le champ de maïs lui-même, en faisant des collisions, par exemple, de protons. Les protons vont collisionner dans le champ de maïs et vont créer une vague sur le champ de maïs. Et cette vague, au-dessus du champ de maïs, c'est la particule. Donc, exciter le vide était très compliqué parce que le champ de maïs avait un fond assez énergétique. Vous employez des expressions bizarres, Yann Mambrini. Exciter le vide, etc. Il faudrait qu'on y revienne pour expliquer ce que veut dire exciter le vide. Oui. Qui suppose qu'il n'est pas rien. Exactement. Il est plein. Revenons à Peter Higgs. On a dit qu'il était très discret, même technophobe. Je crois qu'il n'avait pas de téléphone portable. Exactement. Refusait les mails, etc. Et il a eu le prix Nobel pour un seul papier. Donc il y a des physiciens comme vous qui publient une cadence d'essuie-glace. Trop. Et il y en a d'autres qui font un papier et paf, prix Nobel. Ah oui. Ouais. Alors lesquels sont à mettre en avant? Oui, c'est souvent ce qu'on dit. On prend souvent l'exemple de Higgs, qui est, je pense, un des exemples les plus frappants. Il a fait 2 papiers vraiment cités. Et comme on dit souvent, c'est pas sûr qu'il l'aurait eu. Enfin, ça, c'est un peu exagéré. C'est vrai que des gens disent qu'il aurait peut-être pas eu un poste académique. D'ailleurs, souvent, il le disait lui-même. Il disait, il me garde à Édimbourg uniquement parce qu'ils savent que j'aurai le prix Nobel un jour, parce qu'il ne publiait plus depuis très longtemps. Donc, il était lui-même conscient. C'est l'homme d'un papier, un papier qui révolutionne. Il y a des gens qui publient beaucoup. Il y a des gens qui publient beaucoup de très bons papiers, beaucoup de papiers moins bons. Ça dépend beaucoup. Mais c'est vrai que c'est assez difficile de ce qu'on appelle un bon physicien. Mais des papiers, comme vous dites, courts, il y en a dans l'histoire qui sont fantastiques. Il y a le papier de Hawking sur l'évaporation des trous noirs, c'est aussi une page. E égale MC2 d'Einstein, E égale MC2. Une page et demie. Exactement, une page et demie. Il y a l'article PR de 1935, c'est 4 pages. Très court. L'article... Alors, il se trouve que là, c'est un bel article, mais qui n'est pas, malheureusement, qui marche pas. C'est la théorie d'unification SU5. Georgia et Glashow, c'est pareil, c'est une page et demie. L'article de révolution de Witten, théorie des cordes, en 85, on appelle ça la métrique de Keller. C'est le premier article vraiment révolutionnaire en théorie des cordes. C'est une page et demie. Volkov-Akulov, c'est une page aussi. Il y a beaucoup d'articles qui font. Est-ce que vous pensez que dans l'avenir, un papier d'une page, disons, ce qui serait un record, permettrait de faire la révolution dans le champ de la physique théorique? Je ne sais pas. J'aimerais, mais... Essayez. J'essaye tous les jours, malheureux. Est-ce qu'on peut parler, en changeant de sujet, même si c'est connecté, au trou noir qui constitue un chapitre important de votre livre, Yann Mambrini, votre livre qui s'appelle La Nouvelle Physique. Quelles sont les questions qui se posent à propos des trous noirs? Parce qu'on en a photographié, enfin on a... Ouais. C'est pas une photo parce qu'il n'émet pas de lumière, mais on a pu en faire des images, disons, celui qui est au centre de la galaxie et puis d'autres. Donc ça veut dire qu'on les comprend d'une certaine façon parce qu'on est capable de les détecter. Mais est-ce qu'il y a des questions à leur sujet qui restent aujourd'hui sans réponse? C'est très bien, Étienne, que vous preniez l'exemple du trou noir en parallèle au Higgs, je trouve. Et c'est vrai que souvent je fais la comparaison, c'est une très bonne comparaison, où on a un article, l'histoire, c'est l'article de Schwarzschild, 1915, donc c'est une solution d'Einstein, on appelle ça une solution de Schwarzschild, donc c'est... les équations ont plusieurs solutions. Souvent, les élèves ou les gens me disent c'est compliqué vos équations. Quand on regarde les équations d'Einstein, elles sont relativement simples. Elles sont même très belles. Le problème, en général, c'est pas les équations, c'est les solutions. Une équation a plusieurs solutions. X fois x égale 1, x carré égale 1, ça a plusieurs solutions. Ça peut être 1, parce que 1 fois 1, ça fait 1. Ça peut être moins 1, parce que moins 1 fois moins 1, ça fait... Tout d'un coup, on comprend. Ouais. Ah oui, ça arrive. On peut comprendre les théoriciens. Donc, il y a plusieurs solutions dans une équation, et le but, c'est de trouver la solution qui représente la nature. Donc, l'équation d'Einstein est très belle, mais elle a plusieurs solutions. Et il y a une solution qui donne 1 sur 0, qui donne l'infini. On appelle ça la solution de Schwarzschild. En gros, si vous mettez la masse du Soleil dans Paris, vous compressez le Soleil dans la taille de Paris, donc 3 km à peu près, vous obtenez une solution des équations d'Einstein bizarre qui donne l'infini. Et comme le boson de Higgs, c'est un article qui devient une solution. Le boson de Higgs, c'est aussi un mécanisme, on appelle ça. Et avant que ça se transforme en particules, en 2012 pour aller lâcher, ça arrive à la même époque à peu près, 2012 pour aller lâcher, on va dire, les premières photos, c'est les ondes gravitationnelles, on va dire que c'est 2015. Il faut beaucoup d'observations et beaucoup d'instruments. Et je trouve fantastique en physique théorique, et ça, je veux insister là-dessus, c'est le changement de paradigme, c'est lorsqu'une solution mathématique d'une équation est prise au sérieux par des théoriciens et qui se disent ce bug, 1 sur 0 pour l'infini, ou alors ce mécanisme étrange de Higgs, je vais considérer que c'est un objet physique qui existe, et donc je vais l'étudier en tant que tel. C'est-à-dire que je connais tout sur cet objet. Je sais comment il tourne, je sais comment il est formé, le trou noir, je sais sa forme, je sais comment il va rayonner autour, comme l'avait fait Luminaire à l'époque, et donc je vais pouvoir me faire théoriquement une image de l'objet sans l'avoir observé, ou je vais me faire théoriquement une image du boson de Higgs sans l'avoir observé, en sachant comment il va se comporter, je vais le donner aux expérimentateurs.
À eux de me trouver cette image théorique qui est juste issue des solutions des équations théoriques. Donc c'est quand un objet mathématique devient objet physique. Ça veut dire qu'il faut passer par le virtuel pour rencontrer le réel ? Exactement. Et ça, je trouve, alors, c'est un des chemins. Un des chemins, c'est, on a une théorie qui est belle. Elle est tellement belle qu'on la veut vraie. Elle est belle, ça veut dire qu'elle vous plaît ? Qu'elle est symétrique. Ce qui est beau est symétrique. Enfin, ce qui est symétrique souvent est beau. Non, ce qui est symétrique est souvent beau. Mais pas exactement symétrique. Et c'est vrai, nos théories sont souvent basées sur les théories de symétrie. Il y a d'autres particules qui ont été découvertes, qui sont aussi belles, on appelle ça les bosons de jauge, parce qu'en fait, le boson de Higgs prédisait la masse de particules, notamment de particules qui médient des interactions faibles, électrofaibles, et leur masse était prédite et ont été observées à la masse prédite par le Higgs exactement de la même façon. Le mécanisme était trop beau, donc ça c'est Weinberg, c'est le modèle de Weinberg, modèle standard. Le mécanisme c'est trop beau pour être faux, mais c'est pas parce que le mécanisme est beau qu'il est vrai. Attention, il y a des théories super belles qui sont totalement fausses. Mais... Oui, mais est-ce qu'on n'a pas tendance à dire d'une théorie qui marche qu'elle est belle ? Parce qu'elle marche. Oui, il y a un peu de ça, je vous l'accorde, il y a un peu de ça. Mais en général, sous-jacent, il y a quand même une beauté d'une symétrie qui est cachée. Pas totalement symétrique, parce que les modèles ne sont pas totalement symétriques. Et c'est justement ces petites dissymétries qui nous intéressent, nous, physiciens théoriciens. Yann Mambrini, là vous avez parlé de relativité générale, la théorie d'Einstein de la gravitation. Il y a une autre théorie dont vous parlez beaucoup dans votre livre, c'est la mécanique quantique. Alors je vous propose qu'on redescende sur Terre, voire même dans la vie quotidienne. Ce matin, j'ai enfilé mes chaussettes avant d'enfiler mon pantalon. Hier, j'ai fait l'inverse. J'ai enfilé mon pantalon puis mes chaussettes. J'ai observé que ça ne changeait pas le résultat final. À la fin, je suis habillé de la même façon. Mais ce matin, j'ai commis l'erreur de mettre mes chaussettes avant de prendre ma douche, au lieu de prendre ma douche et de mettre mes chaussettes. Et j'ai compris que là, il y avait une grosse différence. Est-ce que ça vous inspire des réflexions ? De la même façon que notre réalisateur qui s'appelle Luc-Jean Reynaud déteste ce qu'on appelle Jean-Luc. Donc Luc-Jean, c'est pas du tout la même chose que Jean-Luc. Il y a ce qu'on appelle une non-commutativité. Et en quoi ça a à voir avec la mécanique quantique ? C'est vrai que la non-commutativité est une propriété assez particulière des interactions qu'on appelle faibles et fortes, celles qui régissent les désintégrations nucléaires, dans le cas de l'interaction nucléaire faible, ou la structure des protons, dans le cas de l'interaction nucléaire forte. Et ce sont des théories qui sont non commutatives. Alors, elles ne commutent pas, on appelle ça commuter. Mettre ses chaussettes et son pantalon commute avec mettre son pantalon et mettre ses chaussettes. Mais l'opération mettre ses chaussettes et prendre la douche ne commute pas entre elles. C'est l'exemple que vous avez donné. On peut le faire, On peut le faire, mais le résultat est différent. Et donc, cette non-commutativité est vraiment une propriété fondamentale des théories de champ. Et en fait, alors vous allez dire, quand je multiplie 1 par 2 et 2 par 1, ou si je multiplie 3 par 2 et 2 par 3, j'ai la même chose. Il se trouve que avec des objets assez spéciaux qu'on appelle des matrices, les matrices, c'est des carrés avec des chiffres, un peu comme des sudoku, ça ne commute pas. Une matrice multipliée par une autre n'est pas la même que l'autre matrice multipliée par elle-même. Donc c'est là où les particules ont commencé à rentrer dans un monde de matrices et de vecteurs. C'est un univers assez virtuel, c'est comme les x, y, z de l'espace, mais ça ne commute pas. On a la même propriété dans des particules qu'on appelle les fermions. Il y a les bosons de force qu'on appelle les bosons, les vecteurs de force, et les particules de matière qu'on appelle les fermions. Les fermions ne commutent pas non plus entre eux. Si j'échange un fermion avec un autre et si je les remets à leur place, je ne me retrouve pas dans la même situation. Et cette non-anticommutativité est fondamentale dans des modèles comme par exemple la supergravité, qui est une théorie qui essaie d'unifier la gravité avec les interactions et qui essaye de mettre ensemble dans un même vecteur, une matrice ou un vecteur, si vous voulez, dans le même objet, qui ne commute pas. On essaie de mettre des fermions et des bosons, des vecteurs de force avec des particules de matière. On les rassemble ensemble. Ça ne commute pas, mais on les rassemble ensemble. Donc c'est vraiment de la physique qu'on appelle non commutative. Et lorsqu'on les met ensemble, assez paradoxalement, si j'échange une particule avec une autre et je la remets à sa place, je me trouve déplacé dans l'espace. Je me déplace. C'est-à-dire que si j'échange deux particules, c'est non anticommutatif. Non seulement on ne se retrouve pas comme j'étais avant, mais en plus je bouge dans l'espace. Je fais une translation dans l'espace. Donc non seulement l'opération n'est pas neutre, mais en plus elle fait une translation. Et la translation de l'espace, c'est Einstein. Einstein, c'est la théorie de l'espace-temps. Donc on voit que transformer des particules de force en matière et vice-versa me fait voyager dans l'espace. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça supergravité, parce que cette opération non commutative, en fait, me permet de me déplacer dans l'espace et d'introduire la théorie d'Einstein. Mais vous êtes d'accord, Yann Mambrini, pour dire que la gravitation, c'est quand même une force incroyablement plus faible que les autres interactions. Ce qui est une chance d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on peut faire de la physique des particules
sans s'occuper du poids des particules. Elles ont une masse, mais elles n'ont pas de poids, en quelque sorte, où il est négligeable. Et en quoi ça pose un problème? Pourquoi est-ce qu'il faudrait unifier cette gravitation, qui n'est pas une force, mais une déformation de la géométrie, et puis la physique quantique qui décrit les autres interactions? Très bonne question, très bonne question. Alors, pour cela, je suis obligé de revenir un peu sur la gravitation. Non seulement la question est bonne, mais je veux une bonne réponse. Ça, c'est plus difficile. Vous êtes exigeant en plus. On va donc là. Vous avez parlé de déformation d'espace. Alors, je prends un petit exemple très simple que je donne à mes étudiants pour expliquer un peu ce qu'est la gravité par Einstein par rapport à Newton. Un exemple assez simple, je pense que les auditeurs pourront saisir. Pour ça, j'ai même une citrouille. Je viens dans mon cours avec une citrouille en plastique, mais une vraie citrouille avec 2 petites fourmis. Donc, il faut vous imaginer une citrouille assez grande avec ses rainures, et vous mettez 2 fourmis sur la citrouille. Donc au milieu de la citrouille, au niveau de l'équateur, et qui se dirigent tous les 2 vers le pôle Nord, vers le sommet de la citrouille, en suivant une rainure. Elles sont très petites. Pour elles, la citrouille est plate, comme pour nous, la Terre est plate. Ah bon? À peu près. La première fois, j'entends un physicien dire que la Terre est plate. Ça va à valoir du courrier. À notre échelle, elle l'est. À notre échelle, elle l'est. Donc elle se dirige tout droit vers le pôle Nord, en imaginant qu'elle marche sur un sol plat. Et celle de gauche, je vais l'appeler Newton, et la fourmi de droite, je vais l'appeler Einstein. Elles sont tous les 2 en train de se promener, elles vont vers le pôle Nord, donc les 2 vont vers le pôle Nord, la même direction. Sauf que celle de gauche, qui s'appelle Newton, remarque que celle de droite se rapproche dangereusement d'elle. Et donc elle va dire, on est en train de s'attirer, enfin je vous attire, nous nous attirons tous les 2. Donc je vais inventer un principe de force, que je vais appeler force de gravité, qui est la force d'attraction entre nous 2, une force universelle où on s'attire. Ça, c'est la fourmi Newton qui comprend ça. Sauf que la fourmi Einstein voit un peu plus loin, ou un peu plus grand, je dirais. Elle comprend qu'elles sont allées toutes les 2 tout droit, mais que l'espace est courbe et leur donne l'illusion qu'elles se rapprochent, alors qu'elles vont juste tout droit dans l'espace courbe. Donc sans subir de force. Sans subir de force. C'est juste qu'on va tous tout droit, et donc la gravité, c'est qu'on va tous tout droit dans un espace courbe. Et le fait d'aller tout droit dans un espace courbe nous donne l'illusion qu'on se rapproche ou qu'on s'éloigne. Donc ça, c'est une déformation d'espace-temps. Et après, donc, on appelle ça aussi un champ. Du coup, c'est un champ qui est déformé. Alors, l'autre anecdote qui est un peu plus qui va un peu plus loin, et ça je demande ça à mes étudiants, je demande, est-ce qu'on est au repos ou en accélération maintenant? Est-ce que Étienne, vous pensez au repos, ou vous, auditeurs, est-ce que vous pensez que vous êtes en repos ou en accélération? Je sais que je suis immobile par rapport à vous. Exactement. Mais vous êtes en accélération. C'est pour ça que vous avez un poids. Disons qu'on partage le même mouvement. Exactement. Et c'est que le repas, là, on n'est pas au repos, on est juste accéléré par le sol de la Terre. C'est parce qu'il y a le sol au-dessous de nous qui empêche notre corps de nous déplacer vers le centre de la Terre. Donc c'est un peu comme un ascenseur. Un ascenseur nous donne une accélération. On a l'impression d'avoir un poids plus lourd quand on accélère, quand l'accélérateur commence, parce qu'il nous donne une accélération. Là, on est en accélération. Au-dessous de nous, il faut vous imaginer que c'est comme si on avait un objet en accélération, une grosse fusée. Là, le sol, vous imaginez qu'il y a une grosse fusée derrière, qui est en pleine puissance, en train de nous empêcher de tomber vers le centre de la Terre. Oui, mais si je peux me permettre, si je tombais en chute libre, je ne sentirais pas que j'ai un poids. Exactement. Si je sens que j'ai un poids, c'est parce que je suis assis. Exactement. C'est la réaction de ma chaise qui me fait sentir mon poids. Exactement. Donc, en chute libre, vous êtes en état de repos. Le vrai état de repos, c'est la chute libre. La chute libre, c'est l'état de repos. C'est l'impesanteur. Exactement. L'impesanteur, c'est le vrai état de repos. Et ça, c'est la différence entre Einstein et Newton. Pour Newton, l'état de repos, c'est parce qu'on ne bouge pas. Pour Einstein, l'état de repos, c'est l'apesanteur. Donc, c'est vraiment des différences fondamentales qui font que c'est la déformation de l'espace-temps qui va définir le mouvement. Et quand on parle d'unification, on est à une époque, je pense, enfin j'espère, on est à une époque assez équivalente aux années 1901-1905. C'est-à-dire qu'on avait une théorie qui s'appelle la théorie de Maxwell, qui décrivait très bien les interactions électromagnétiques. Maxwell, c'était un champ de force à l'époque, c'était un champ de force. Faraday a compris que c'était un champ, en fait, qui remplissait tout l'espace. Et les modifications de ce champ faisaient donc se propager des ondes qu'on appelle des ondes électromagnétiques. Planck, suite à des problèmes qu'on appelle les problèmes du corps noir, alliés avec Einstein, ont compris que ce champ devait être quantique. C'est-à-dire que les vagues ne venaient pas... Donc le champ crée des vagues dans l'espace, comme un lac, je crée des vagues sur le lac. Mais les vagues que je crée ne sont pas à des hauteurs continues. Je ne peux pas avoir n'importe quelle hauteur de vague. C'est comme si vous avez des vagues, mais des vagues uniquement de 30 cm, 60 cm, 90 cm, pas de vagues de 25 cm. Donc ça, on appelle ça la quantification, et on a donné le nom de photon à ce quanta de hauteur de vague. Einstein, c'est le même principe. La fameuse citrouille dont je vous ai parlé, quand je me déplace, je crée des vagues sur la citrouille. D'accord ? Les petites fourmis, elles vont créer des vagues. Les objets qui se propagent dans l'espace créent des vagues. Ils déforment l'espace-temps en se propageant, comme un bateau se propage sur le lac, il va créer des vagues. Ces vagues qu'on crée sont pour l'instant continues. On est au même niveau que Maxwell.
C'est-à-dire qu'on a une théorie de la gravitation d'Einstein qui est exactement équivalente à la théorie de Maxwell dans tout l'espace. Vous voulez dire qu'on a découvert les ondes gravitationnelles? On a découvert les ondes gravitationnelles en 2015 via la collision de trous noirs. Donc on sait que la théorie d'Einstein, qui est une théorie qu'on appelle classique, tout comme la théorie de Maxwell est une théorie classique. Non quantique. Non quantique, exactement. Donc on a des vagues qui se propagent dans l'espace, tout comme les vagues de Maxwell se propagent dans notre espace. Mais on n'arrive pas à quantifier ces vagues. On n'arrive pas encore à montrer que les vagues de gravité qu'on crée dans l'espace sont à une hauteur de 10 cm, 20 cm, 30 cm. La quantification de la théorie de la gravité de Newton, donc on cherche le Planck de Maxwell, si vous voulez. On cherche quelqu'un qui serait capable de quantifier l'espace-temps. On n'y arrive pas, pour plein de raisons. C'est que c'est plus difficile de quantifier l'espace-temps que Maxwell. L'une des raisons les plus évidentes, c'est que Maxwell, c'est un champ qui est dans l'espace, alors que l'espace, c'est un champ de l'espace. Donc il faut quantifier l'espace de lui-même. Et ça c'est assez compliqué. Voilà. Alors Yann Mambrini, vous êtes d'accord pour dire que la découverte du boson de Higgs qui remonte à 2012, on en a parlé, c'est une découverte fondamentale qui a trait à la physique quantique. Il n'y a pas de gravitation dans l'affaire. Et les ondes gravitationnelles détectées pour la première fois en 2015, c'est une découverte qui a trait à la relativité générale. Mais depuis, est-ce qu'on a fait des découvertes fondamentales au CERN? Il n'y a pas eu de nouvelles particules décrites, enfin détectées en tout cas, même s'il y a toutes sortes de modèles qui prédisent toutes sortes de particules différentes, on les voit pas. Est-ce que cette situation vous inquiète, sachant que pour fonder scientifiquement de nouveaux projets, il faut avoir un dossier scientifique qui les valide? Oui, c'est une bonne question qui rejoint un peu la poétique scientifique. Les dernières priorités américaines, on appelle ça le P5, hein, c'est des priorités que les Américains donnent tous les 5 ans, mettent en première priorité l'étude de ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique, cette première lumière du Big Bang, et en deuxième, les accélérateurs de particules, les collisionneurs de particules. Alors, il faut effectivement construire des collisionneurs de particules pour découvrir de nouvelles particules ou de nouvelles physiques. Ce sont des projets qui sont effectivement assez coûteux, mais qui sont vraiment fondamentaux, et je vais vous expliquer pourquoi en 5 minutes, et pas uniquement sur le plan physique. Je pourrais évidemment motiver au niveau physique, outre la matière noire, mais des nouvelles particules et de nouveaux types de particules qu'on peut rechercher, mais je dirais sociologiquement et économiquement, c'est fondamental. Je prends l'exemple du CERN, où en 46-48, des physiciens autour de Hamaldi et d'autres, et même de Broglie, se réunissent pour essayer de se dire on est en ruine, l'Europe est rationnée, des tickets de rationnement, une guerre effroyable, et on va essayer de construire le plus grand accélérateur au monde. C'est un projet fou. C'est vraiment pas la priorité du moment. Ils arrivent à réunir quand même des Allemands, des Anglais, des Italiens, des Français qui étaient 2 ans avant en guerre mondiale, réunir les plus grands scientifiques, dont beaucoup avaient fui aux États-Unis. Et il est vrai aussi, un peu aidé par les Américains, parce qu'il y avait les Russes en face, les Américains se servaient aussi un peu de ça, donc ça a aussi été aidé par Oppenheimer pour redévelopper la physique nucléaire, dont l'Europe était quand même la mère patrie à l'origine de cette physique nucléaire. Et la construction du CERN est une grosse réussite scientifique, évidemment, mais surtout sociologique, puisque beaucoup de savants sont revenus sur le sol européen. Il faut savoir que le CERN est un bouillon de culture incroyable, où il n'y a pas une semaine sans qu'un physicien de talent ou génie passe pour discuter. Et j'ai eu la chance d'y aller pendant 1 an, il y a 1 an l'année dernière, et c'est vrai que c'est un milieu où les idées fusent à la tasse de café, à la cafétéria, à la pause café. Enfin, ce sont vraiment des grandes idées qui fusent ensemble. Donc, avoir un centre de recherche international qui est encore leader actuellement, puisque le CERN reste le plus grand accélérateur au monde. Les Chinois veulent en construire un, mais c'est pas encore clair. Un collisionneur chez les Japonais qui est linéaire, qui n'est pas encore clair non plus. Le CERN veut créer un futur collisionneur qui ferait dans les 100 km, qui est un gros projet, mais pas si cher que ça si on compare à d'autres types de projets. Et le but, c'est vraiment, je pense, de garder sur le sol européen le leadership mondial de la physique des hautes énergies qui permet d'attirer les chercheurs du monde entier dans ce centre-là. Enfin, on voit qu'il y a complémentarité, voire compétition entre 2 façons de penser le futur. Soit on s'appuie sur des observations astrophysiques, soit on pense aux accélérateurs que vous venez d'évoquer. À votre avis, Yann Mambrini, est-ce que il faut créer des particules ou est-ce qu'il faut les observer? Et comment cette question se décline à propos d'un sujet dont vous traitez de façon très complète dans votre livre, qui est la matière noire. D'abord, qu'est-ce que c'est que la matière noire? Pourquoi est-ce qu'on croit qu'elle existe alors qu'on l'a jamais vue? En tout cas, on l'a pas vue directement.
Et à votre avis, quels sont les bons candidats pour la constituer? Parce que dans votre livre, vous nous expliquez qu'il y a de la matière noire qui pourrait être cannibale, il y en a qui pourraient être timides, il y en a qui pourraient être chaudes, froides, tièdes. Enfin, c'est open bar. C'est vrai qu'on a beaucoup de candidats en tête. C'est encore une fois une très bonne question, très vaste. Alors, il faut savoir que le CERN, en revenant sur le CERN, il est aussi très impliqué dans les expériences d'astrophysique. Il est sur AMS, qui est pour détecter l'antimatière dans l'espace. Et il recherche. Le CERN, c'est pas uniquement le collisionneur. Autour du CERN, il y a beaucoup d'expériences de taille moindre, mais qui ont des intérêts tout importants. Il y a par exemple les mesures d'antigravité. Qui sont mesurés, G-bar notamment. Est-ce que l'antimatière a une masse positive ou négative? Exactement. Donc ça, c'est aussi au CERN. Il y a une expérience CHIP qui a été acceptée récemment, SHIP, c'est-à-dire Search for Hidden Particles, donc recherche de particules cachées, dont la matière noire fait partie, où on crée des particules et le fait qu'on ne voit rien se désintégrer voudrait dire qu'il y a peut-être des particules invisibles. Voilà, donc le CERN n'est pas uniquement un collisionneur. C'est vrai que on parle beaucoup du CERN au niveau d'expériences de collisionneur, mais il y a beaucoup d'autres expériences autour du CERN, autour de cette thématique-là, des hautes énergies. Et secondement, c'est vrai que dans l'espace, il y a aussi beaucoup de détections possibles. Alors, ce sont des expériences plus petites, évidemment, parce qu'on ne peut pas envoyer dans l'espace un collisionneur, c'est quand même assez compliqué. On peut soit détecter dans l'espace en envoyant des satellites, ou soit sur Terre avec des télescopes. Alors la matière noire, c'est effectivement une particule qu'on recherche pareil depuis très longtemps. Donc là, c'est pas comme le Higgs ou le trou noir, c'est l'inverse. C'est l'autre chemin que prennent les physiciens. C'est une expérience qui nous dit que les théoriciens en a raté quelque chose. Donc soit les théoriciens proposent une solution mathématique à des expérimentateurs en disant on pense que là vous devrez trouver quelque chose, ou des expérimentateurs comme l'accélération de l'univers par exemple, récemment en 98, ou comme la matière noire, des observations de rotation de galaxies. Alors c'est pareil pour la matière noire, j'insiste aussi, ce n'est pas une expérience qu'il observe, c'est à plein d'échelles. On observe que les galaxies tournent bien plus rapidement qu'on le pensait. La rotation des galaxies dépend de leur contenu en masse. Donc la vitesse de rotation des galaxies nous dit de quoi elles sont faites, donc de quoi leur masse. Ça c'est en s'appuyant sur les équations connues de la gravitation. Ça c'est très simple, ces équations même newtoniennes, on n'a même pas besoin d'aller jusqu'à Einstein, c'est très simple. On la trouve aussi dans les amas de galaxies, parce que les galaxies entre elles bougent aussi. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a une masse qui semble agir sur les galaxies. Exactement. Et qui n'est pas constituée de la matière ordinaire. Exactement. Alors comment est-ce qu'on sait que cette masse qui agit gravitationnellement est composée de particules autres que celles que nous connaissons? Quand j'ai été étudiant, excusez-moi, ça remonte, on nous parlait de matière sombre. C'est-à-dire on nous disait que c'était de la matière ordinaire, mais dans des conditions telles qu'elle n'émettait pas de lumière. De sorte qu'elle était invisible. Et on sait maintenant que si elle existe, cette matière noire, elle est constituée d'autres particules que celles qui constituent la matière que nous connaissons. Oui. Alors ça aussi c'est important. Faut vous dire que la matière noire, elle a mis du temps. Les gens pensent que c'est naturel. Alors le premier papier c'est Zwicky dans les années 30, qui observe les rotations de amas de galaxies. Puis Babcock en 39 qui observe les. Oui, vous en parlez. Il n'avait pas un caractère facile. Non, Zwicky. C'est peut-être pour ça. Non, on va dire que c'est pas un diplomate. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est vrai que c'est peut-être d'ailleurs son caractère a peut-être fait que ces théories n'ont pas été si popularisées. Et c'est vrai que pendant très longtemps on appelait ça la missing light. C'est pas la matière manquante, c'est la lumière qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que ce sont des objets connus qu'on ne voit pas. Donc la question, c'était pas de quoi c'est fait, c'était qu'est-ce qui nous cache cette lumière. D'accord ? C'est un paradigme différent. C'est que c'est des objets qui sont lumineux mais qu'on ne voit pas. Passer au paradigme d'une matière noire, il faut attendre Peebles, Ostriker et d'autres dans les années 80 pour qu'on commence à introduire une nouvelle particule. Il faut savoir qu'introduire une nouvelle particule, l'histoire du neutrino nous le dit très bien, c'était très difficile à l'époque. C'est pas évident d'introduire une particule. Alors maintenant, on les introduit assez facilement. Mais introduire une nouvelle particule... Il n'y a pas beaucoup de gènes, si je puis me permettre. Il y a moins de gènes qu'à une certaine époque. Parce qu'introduire une nouvelle particule, ça veut dire introduire une pièce de puzzle au milieu d'un puzzle, donc ça change beaucoup de choses. Il se trouve que là, on introduisait une particule qui était comme un neutrino, un peu, mais massif, qui avait une masse. Mais le neutrino n'avait pas la masse suffisante pour être candidat à matière noire, donc on a introduit une nouvelle particule qui avait les caractéristiques du neutrino. Alors le nom, on appelle ça WIMP, W-I-M-P, c'est Weakly Interacting Massive Particle, c'est pas très important, mais c'est une particule, si vous voulez, qui a des caractéristiques qu'on imaginait assez facilement, qui couplait faiblement, on connaissait la force de couplage, la masse, elle était un paramètre libre, mais on pouvait jouer dessus. Et beaucoup d'expériences étaient d'ailleurs basées sur la détection des neutrinos. C'est souvent des expérimentateurs de neutrinos qui avaient été découverts dans les années 60, postulés dans les années 30, découverts dans les années 60, par Cohen et Rennes et postulés par Paoli. C'est le même type d'expérience. En gros, on met une grosse cuve et on attend qu'une particule passe et qu'elle heurte un noyau et que le noyau recule et on voit le noyau reculer. Alors ça peut paraître un peu naïf comme ça, et c'est
technologiquement très difficile à faire. Il faut quand même observer des objets à une précision telle en tenant compte de la radioactivité ambiante. Et c'est vrai qu'on n'a pas trouvé cette particule qui, je dirais, était fantastique parce qu'elle correspondait à tous les critères. Elle avait la masse à peu près d'un boson de Higgs, on va dire 100 GeV à peu près, elle avait un couplage électrofaible, ça marchait très bien théoriquement, et on avait prédit qu'on devrait la voir, on ne la voit pas. Alors c'est vrai que depuis, on va dire... Donc il y a des choses que vous trouvez belles que la nature n'approuve pas. Ouais, et du coup alors, c'est assez positif pour nous théoriciens, du coup on est obligé de se remettre en question, et de se dire ce modèle le plus simple possible qu'on a pris, souvent on commence, c'est le principe de rasoir d'Occam, on commence par la chose la plus simple, peut-être la chose la plus simple qu'on a prise, un neutrino massif, quoi, ça ne coûte pas grand-chose, n'est peut-être pas ça, et la nature est peut-être plus complexe que ça, et plus vicieuse, et donc du coup on est obligé d'étendre notre domaine de recherche à des masses plus légères ou beaucoup plus lourdes. Est-ce que vous ne quittez pas en faisant cela, Yann Mambrini, une certaine esthétique ? Est-ce que ça n'est pas au prix de l'abandon d'une forme de beauté dont vous parliez ? Alors, on perd une esthétique par rapport à cette physique du neutrino dont je vous ai parlé, mais on peut la gagner en raccrochant à d'autres pièces du puzzle qui ne collent pas. On peut la raccrocher, par exemple, à l'inflaton, la particule responsable du Big Bang, de l'inflation initiale, ou du champ de quintessence, qui est responsable de l'expansion accélérée. On peut se dire que la particule sur laquelle on s'était basé, nous, était basée sur un neutrino parce que c'était la physique des particules, mais peut-être que sa forme ressemble plus à un champ de Higgs constant sur l'espace, par exemple, ou une masse très faible avec une longueur d'onde très très grande, qui est la taille de l'univers. En fait, on est obligé de se dire que le concept de beauté qui était basé sur la physique des particules au départ n'est peut-être pas le bon point de départ. Peut-être qu'il faut se baser sur... Changer de beauté. Voilà, changer de beauté. Et aller vers autre chose, et voilà. Mais quand on regarde, Yann Mambrini, ce que je fais parfois, l'ensemble de tous les articles qui sont publiés sur ces questions, on a l'impression d'une forme de métaphysique mathématique, sans avoir les garanties qu'on pourrait discriminer entre les différents modèles par des expériences ou des observations qui trancheraient entre les différentes hypothèses. Est-ce que c'est un risque, ça ? Qu'on n'arrive jamais à trancher ? Alors, le risque est assez faible. Alors, dans le cas de la matière noire, on reprend l'exemple de la matière noire, si on la voit, on aura un noyau qui va reculer. Donc l'expérimentateur va nous donner la masse de la matière noire et comment il frotte avec le proton, avec la matière. Donc le couplage, on va appeler ça. Donc ils vont nous donner le couplage et la masse. On aura 2 chiffres, d'accord ? Et de ces 2 chiffres, effectivement, beaucoup de modèles vont pouvoir rentrer dedans. Ou mourir. Ou mourir, ah oui, beaucoup de modèles aussi mourront, effectivement. Ça, c'est un bon point. Ça éliminera déjà beaucoup de modèles. Ce qui est important aussi, parce que le but, c'est aussi d'éliminer. Vu que la nature, par définition, c'est un modèle. Donc, plus on élimine, mieux c'est. Maintenant, une fois qu'on a ces 2 chiffres-là, tout modèle théorique, normalement, quand on construit un modèle, on essaye de lui donner une signature. On appelle ça une signature. Trouver une signature de ce modèle-là. C'est-à-dire un mode de désintégration ou une signature dans l'espace qui ferait que cette particule de matière noire, on pourrait la voir parce qu'elle est la seule à avoir ce type de signature. Par exemple, si une matière noire est instable, elle pourrait produire des photons. Et on pourrait voir les photons produits au centre de la galaxie. Ça, c'est une signature de certains types de modèles. Donc effectivement, dans chaque type de modèle de matière noire, qui rentrerait dans ce couplage masse, on essaye en plus de dire, oui, mais mon modèle à moi, par rapport à celui du voisin, il prédit ça, que mon voisin ne prédit pas. Et travaille là-dessus et essayer de convaincre les expérimentateurs de voir cette signature par rapport à celle du voisin qu'il n'a pas. Mais parfois ça vous piège, Yann Mambrini. Parfois il y a une telle attente, une telle impatience de trouver des choses qu'on se précipite sur des résultats qui ne sont pas encore tout à fait validés, disons, ou qui n'ont pas une statistique suffisante pour qu'on puisse dire qu'ils sont significatifs. Vous appelez ça d'ailleurs chasser les ambulances. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ces dernières années, il y a eu pas mal d'ambulances, notamment en 2015, la résonance à 750 GeV dont tout le monde a parlé vous a bien piégé. Alors oui, d'ailleurs, pas vous, mais... Oui, quand j'ai écrit ce chapitre dans le livre, certains de mes collègues m'ont dit « Pourquoi t'en parles ?» Une bonne moitié m'ont dit « T'aurais pas dû en parler ». Alors c'est vrai que ça aussi, c'est plus la sociologie de la science. Alors c'est un peu la même histoire, on est en décembre, toujours pareil, le CERN voit un signal qui est très très proche du Higgs. Il faut se méfier des annonces de décembre. C'est vrai, non, parce que le Higgs c'était bon finalement. Oui, mais... Et celle-là était pas bonne. Alors on voit en gros, on a on appelle ça des spectres, et on voit un signal qui est le même que le Higgs, donc une particule qui s'intègre en 2 photons. On a un beau signal à une masse de 750 fois la masse du proton, donc beaucoup plus élevé que la masse du Higgs, qui n'est pas prédit cette fois-ci par les modèles théoriques. Et donc c'est vrai que, alors,
je tiens à insister aussi, c'est que en physique des particules, on a quand même un processus, et Alain Spey m'a dit d'insister dans mon livre là-dessus. Tout ce que je vais raconter a quand même été bien validé et scientifiquement solide. C'est ce qu'on appelle une découverte en physique des particules est très très stricte, beaucoup plus stricte qu'en astro ou dans d'autres domaines de la physique ou même outre la physique. Une découverte est appelée à 5 sigma ou 5 déviations standards, c'est comme ça qu'on appelle ça. Il faut être sûr à 99,9997%. Alors pourquoi ce chiffre-là et pourquoi être aussi sûr que ça? Une chance sur 1 milliard. Principalement parce qu'il n'y a pas eu de découverte à 5 sigma qui ont été par la suite en fait révélées fausses. Donc on attend d'être sûr à 99,9997% pour déclarer qu'on a découvert quelque chose. Là il se trouve que c'était 3 sigma, donc c'est 98-99%, on avait quelque chose. Une bosse, donc un signal très proche du Higgs, et les deux expériences du CERN les voyaient, c'est important, hein, les deux expériences voyaient la même bosse au même endroit. Donc en tant que chasseur, on appelle ça chasser les ambulances, en tant que théoricien, on a deux visions. Soit on regarde la bosse et on attend pour savoir si c'est une vraie bosse. Elle monte ou pas. Elle monte ou pas. Est-ce que c'est statistique? C'est juste... Si elle monte, c'est bon. Si elle descend, c'est mort. Exactement. C'est comme si on lance des pièces. Hein, à force de lancer des pièces, si elle tombe, on va dire, 10 fois sur pile, on se dit qu'elle était truquée. Si je continue à lancer 10 fois qu'elle retombe sur pile, là, je veux dire qu'elle est quand même truquée. Et si je lance après et qu'elle tombe sur face, j'ai mince, c'est juste la probabilité. Elle est tombée 10 fois sur pile, comme ça, j'ai pas eu de chance. Donc c'est encore une pièce qui est tombée 10 fois sur pile, et ouais, je fais partie de ceux qui sont sautés dessus et qui se sont dit c'est une particule. Voilà. Il se trouve que les pièces ont été lancées ensuite en janvier, février, mars, et que c'était pile face, et que c'était juste statistique. Mais il y a eu des milliers d'articles dessus. Il faut vous dire que c'était une folie. Hein, c'est comme quand il y a des neutrinos qui semblent aller plus vite que la lumière. Mis par le CERN pour aller alimenter des détecteurs en Italie au Gran Sasso à 750 km. Oui. Les théoriciens ont trouvé plein d'explications incroyables avec des dimensions supplémentaires d'espace-temps, des machins, alors que c'était juste une erreur de mesure. Je vois très bien à quoi vous voulez faire, à part que quand on va plus vite que la lumière, il y a beaucoup de choses à changer. Le modèle standard est quand même très figé. Le modèle standard de la physique des particules est cosmologique. Si on change une pièce de puzzle, c'est comme un tic-tac-toe, il y a énormément de choses à changer. Donc c'est du gros boulot, faut le faire. Ajouter une particule à 150 GeV, c'est assez facile. C'est juste une pièce du puzzle, hors du puzzle qu'on rajoute. Donc ça, c'était franchement, enfin, dans mon cas, parce que j'ai publié dessus, c'est vrai, j'avoue, c'était crédible. Après, mes collègues disaient non, mais bon, au final, c'est vrai. Après, ça a aussi démocratisé, je trouve, la science. Beaucoup de papiers sont issus de pays en développement, comme l'Inde, qui a accès à Internet aux données aussi, comme la Chine, etc. Donc, ça a aussi, je trouve, démocratisé beaucoup notre domaine. Et ça a fait apprendre aux jeunes et si jamais ça aurait pu exister, finalement, bon, la particule a disparu, c'était juste 10 fois sur pile, et c'était juste manque de chance, on va dire. Mais au moins, on travaille sur et si ça pouvait arriver. On appelle ça des analyses aveugles, vous savez, pour l'expérience des ondes gravitationnelles, ils envoyaient des faux signaux aux expérimentateurs pour leur faire croire que l'onde gravitationnelle était passée pour savoir s'ils pouvaient reconstruire le faux signal. Donc ça entraîne au moins. Diane Montbrine, il y a une autre particule que vous avez déjà évoquée, évidemment dans le livre, mais aussi dans cette émission, le neutrino, qui est une particule assez fascinante. On a longtemps pensé qu'elle avait une masse nulle, et puis en fait non. Et on se demande si elle est identique à sa propre antiparticule. Est-ce que c'est des questions qui sont sur le point d'être tranchées? Et si, par exemple, on découvrait que le neutrino est identique à son antiparticule, est-ce qu'il faudrait changer des choses dans ce que vous appelez le modèle standard de la physique des particules? Alors ça, c'est une belle question aussi sur une autre symétrie qu'on appelle matière-antimatière. Vous appelez de antineutrino, donc c'est l'antimatière. C'est vrai que le neutrino est assez particulier parce que il y a deux types de... Les particules, quand elles se propagent, il y a des gauchères et il y a des droitières. C'est comme ça, c'est comme dans la nature, à part qu'il y a autant de gauchères que de droitières dans la physique des particules, ce qui n'est pas le cas dans le cas de la population française. Et il se trouve que dans le cas des neutrinos, il n'y a que des gauchers. On a observé que neutrinos gauchers. Donc c'est une population assez étrange, c'est comme si les droitiers n'existaient pas. Alors on a des électrons gauchers et droitiers, on a des quarks gauchers et droitiers, mais on n'a pas de neutrinos droitiers. Moi je suis gaucher, donc gaucher. Tolérant. C'est toi avec les gauchers. Et donc là c'est l'inverse, donc il y a pas de droitier du tout. Et donc on recherche ce neutrino droit et le boson de Higgs, justement, on fait une boucle sur le boson de Higgs, c'est celui qui marie en fait des gauchers et droitiers. Donc il faut imaginer un couple, des gauchers et des droitiers, et le Higgs est au milieu, c'est le marieur. Et donner la masse à une particule, c'est marier un gaucher avec un droitier. Quand un gaucher est marié avec un droitier, il a une masse, c'est comme ça. Le neutrino n'ayant pas de droitier, il n'a pas de masse. C'est comme ça. On n'arrive pas à marier, il faut un droitier pour marier un gaucher. On ne voit pas de droitier, donc le Higgs, il ne peut pas marier un gaucher et un droitier. Donc il n'a pas de masse. Sauf qu'on a observé que le neutrino a une masse expérimentalement. Donc théoriquement, je vous dis que ça ne marche pas.
Il n'y a pas de droitier, et pourtant, via des expériences d'astrophysique, on a mesuré qu'il a une masse. Voilà, par rapport aux sous-oscillations, aux neutrinos créés au Soleil. Donc, il ne colle pas dans le modèle standard, parce qu'on n'a pas de droitier. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait ? On rajoute un droitier à la main. Voilà, et on se dit, ce neutrino droitier, d'accord, il va coupler au gaucher, le neutrino ne sera pas son antineutrino, et on va le marier avec le Higgs, et on va essayer d'étudier ce neutrino droitier comme si on le connaissait, un peu comme le trou noir, un peu comme l'ozone de Higgs. Je ne connais pas le neutrino droitier, mais les expériences me disent qu'il existe, donc je vais dire qu'il existe. Or, certains le prennent comme candidat matière noire, par exemple. Certaines le prennent pour essayer d'expliquer d'autres types d'expériences. Un neutrino qui serait assez lourd, hein. Lui, il serait assez lourd. Donc voilà, c'est aussi lié à la matière-antimatière. Je reviens aussi dessus parce que c'est aussi lié à une symétrie dont on a parlé. Il y a un autre mystère dans l'univers, c'est qu'on est fait de matière. Hein. On n'est fait pas d'antimatière, on est fait de matière. Mais il y a une particule de matière pour 1 milliard de photons, en gros. Donc il y a très très peu de matière dans l'univers. On est très peu nombreux. Hein. Les protons, c'est très très peu nombreux. C'est 1 pour 1 milliard. Et on sait qu'on est issu d'annihilation, parce que la matière et l'antimatière s'annihilent pour donner des photons. Donc ça veut dire qu'il y a eu un gros combat à l'époque du Big Bang, où il y a eu 1 milliard 1 particules de matière, 1 milliard particules d'antimatière. Ils ont fait un gros combat entre eux, ils se sont annihilés. Et le 1 du 1 milliard 1 de matière est resté tout seul. Donc la matière d'aujourd'hui, c'est le résultat d'une annihilation gigantesque. Exactement. Il en reste que 1. Et c'est nous. On est là. On est le résultat de ce gros combat. Et ça, on n'arrive pas à comprendre pourquoi il reste ce petit 1. Heureusement qu'il y reste, parce qu'on est là. Donc ça, c'est une grosse dissymétrie. Hein. C'est 1 sur 1 milliard. Et je vous fais remarquer que la matière noire, on dit qu'elle est plus nombreuse que la matière, mais c'est qu'un facteur 5. C'est pas tant que ça. Il y a 5 fois plus de matière noire. Donc c'est 80% de matière noire pour 20% de matière. Alors quand je vous dis 80%, c'est beaucoup. C'est vrai, c'est beaucoup. Maintenant, dans ce chiffre-là, ça veut dire que j'ai 1,5 milliard de matière noire pour 1,1 milliard de matière. Donc ça veut dire que dans ce combat, il y avait aussi 5 particules de matière noire qui étaient là. Et donc le processus n'a rien à voir. Il en reste 5. Et le travail d'un physicien théoricien, c'est de voir ces deux pièces de puzzle manquantes, l'asymétrie matière-antimatière, on appelle ça la baryogénèse, beaucoup de gens travaillent dessus, comprendre ce petit 1. Moi, j'essaie de comprendre le 5, et on se dit, 5 et 1, c'est pas très différent par rapport à 1 milliard. Peut-être la source est la même. Donc les sources sont pourtant très différentes, c'est pas le même mécanisme pour produire la matière noire que pour produire la matière. La baryogénèse et la production de matière est différente, mais on se dit, il y a peut-être un lien, et on essaie de faire le lien entre ces pièces de puzzle. Vous êtes un physicien qui s'appelle Ettore Majorana, un Sicilien qui a disparu en 1938, un soir de mars. Il a pris le bateau pour Palerme en provenance de Naples, et puis on l'a jamais retrouvé, mais il a, lui, écrit des papiers à cette époque-là, assez difficile à comprendre à l'époque, hein, au point que personne n'a osé commenter ses travaux, mais aujourd'hui, ils prennent une certaine actualité. Yann Mambrini, alors, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a écrit, et en quoi ça ressurgit dans les problématiques que vous évoquez là à propos du neutrino? Oui, alors j'ai adoré le livre que vous avez écrit sur la chaîne. D'ailleurs, il y a une petite erreur. Hein. Vous dites qu'il a repris le bateau ensuite de Palerme pour aller à Naples. On n'a pas la preuve. On a la preuve qu'il a acheté le ticket. Il a acheté le ticket, exactement. Mais il n'y a pas de témoignage, on l'a pas vu sur le bateau. Exactement. Donc c'est pas clair. Exactement. Et vous dites que à Palerme, pendant ces 3 jours ou ces 2 jours, il a réfléchi à son article. Ouais. Je pense qu'il était davantage tourmenté par des questions existentielles que par la physique théorique. Je pense aussi. C'est une hypothèse. Je pense aussi. C'est vrai que c'est une histoire fantastique et je vous renvoie à votre livre, Étienne, qui vend. J'ai adoré ce livre-là. Et c'est vrai, alors ça c'est une particularité assez particulière, c'est que le fameux neutrino droit dont je vous ai parlé, il pourrait être de Majorana. Majorana, c'est quelqu'un qui dit que les particules et antiparticules dont je vous ai parlé dans ce combat-là, il peut avoir des particules bizarres qui seraient leurs propres antiparticules. C'est-à-dire que la matière et l'antimatière, pour elles, seraient la même chose. Et il se trouve que le neutrino droit pourrait être un neutrino de Majorana. Donc si jamais il existe effectivement, comme je vous ai parlé, et qu'on l'introduit dans le modèle, on est obligé de retrouver cette particule comme étant une particule de Majorana, c'est-à-dire le neutrino droit et son anti-neutrino droit seraient indistinguables. Donc il y a beaucoup d'expériences qui ont essayé de prouver si le neutrino est vraiment un neutrino de Majorana. Ça changerait dans la construction de modèles certaines choses, notamment le couplage au Higgs. Mais c'est acceptable. On a tous les outils pour savoir si le Majorana ou pas, si le neutrino est sa propre antiparticule. Dans un cas comme dans l'autre, on a tous les outils qui nous permettraient de continuer la physique avec. Alors Yann Mambrini, il y a beaucoup de questions que vous avez évoquées pour lesquelles les réponses sont, disons, plurielles. Pas mal d'hypothèses. Mais quelle est la question qui vous, en tant que physicien théoricien, vous turlupine, celle dont vous voudriez connaître la réponse avant votre retraite, qui, je le sais, adviendra encore dans pas mal d'années, mais voilà, le truc qui vous tracasse. Parmi toutes celles qu'on a évoquées, ou d'autres.
Je pense que ce qui me tracasse est lié à cette unification avec la gravité. Je pense que c'est là où on va aller. Ce qui me tracasse, c'est le lien entre... Il y a deux domaines, si vous voulez, où la physique n'est plus valable. C'est le domaine où les énergies sont au-dessus d'une certaine limite qu'on appelle la masse de Planck. C'est un nom caractéristique. C'est que la théorie d'Einstein a une dimension. C'est ça qui est particulier. C'est que toute théorie est valide dans un certain domaine de validité. La théorie de Newton est valide au-dessous de la vitesse de la lumière. La théorie d'Einstein est valide au-dessous d'une énergie qu'on appelle l'énergie de Planck, qui est 10 puissance 19 fois la masse du proton. Le chiffre n'est pas très important. Et il est énorme. Il est énorme, c'est vrai. 10 puissance moins 5 grammes. Non, mais je veux dire qu'il est très au-delà des énergies qu'on peut donner aux protons dans des accélérateurs. Bien sûr. C'est une énergie qu'on n'arrive pas à accéder, mais il y a deux endroits dans l'univers où cette énergie est atteinte, où cette densité d'énergie est atteinte. C'est le trou noir, d'accord, la surface du trou noir, l'horizon du trou noir, on appelle ça, et le Big Bang. Et ces deux théories, en fait, sont donc l'expansion accélérée de l'univers, au tout début de l'univers, en fait, le temps zéro, ou du moins au-dessous du temps de Planck. Donc on sait que dans ces deux domaines-là de limite de validité de la théorie d'Einstein, on a besoin d'une nouvelle théorie. Elle est nécessaire. Donc on sait que de toute façon Einstein est valide au-dessous de Planck. Donc on sait qu'il existe une théorie au-dessus, qui est la vraie théorie effective, enfin, qui est une théorie au-delà de la théorie effective. On est un peu comme dans le même état que la théorie de Fermi, qui était une théorie effective à l'époque, avant qu'on découvre les particules d'interaction faible. On imaginait un couplage qui avait une dimension aussi, et on savait que la théorie était valide jusqu'à une certaine énergie. Là, c'est un peu le même principe. On sait que Einstein est valide au-dessous de cette énergie. On sait qu'il y a des objets, Big Bang et trou noir, qui nécessitent d'aller au-dessus de cette énergie-là. Donc on sait que la réponse sera dans cette nouvelle théorie. Et la supergravité, par exemple, est un des exemples, mais il y a plein d'autres exemples, la gravité à boucle, etc. Il y a plein de gens qui essayent de travailler dessus, et je suis sûr que quand on arrivera à combler ce manque... Dernière question, Yann Mambrier, 1 minute. C'est une question sur le temps, ça tombe bien. À votre avis, l'espace-temps, il a 4 dimensions seulement, il a des dimensions supplémentaires? Moi, je pense qu'il y a des dimensions supplémentaires. Oui, je pense qu'il y a des dimensions supplémentaires parce que il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait que 4. Il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait que 4. Mais quelles sont les raisons pour qu'il y en ait plus? Bonne question. En 1 minute. Il n'y a pas plus de raisons, mais c'est vrai que beaucoup de théories, dont la théorie des cordes, nécessitent des dimensions supplémentaires, et beaucoup de gens recherchent les dimensions supplémentaires. Donc juste pour vous dire une petite chose, comment on les recherche, parce que les gens disent comment on cherche les dimensions supplémentaires. Imaginez-vous sur une feuille de papier à 2 dimensions, d'accord? Vous pouvez très bien être à 2 dimensions et bouger tout seul dans l'épaisseur de la feuille sans que personne ne se rende compte, parce que vous êtes en train de bouger dans l'épaisseur de la feuille, et personne ne se rend compte que vous bougez dans l'épaisseur de la feuille. Quand on crée des particules, on peut imaginer que les particules qu'on crée donnent leur énergie dans une dimension supplémentaire, et quand on n'observe pas leur... Ça sera le mot de la fin, Yann Mambrier. Merci.